Pour ce deuxième festin, j'avais envie de réunir des figures de la tech qui s'intéressent comme moi à la politique. Du coup, j'ai invité Yasmine Douadi, CEO de Risk Intel Media. C'est l'une des voix les plus influentes sur la cybersécurité, un sujet qu'elle considère comme éminemment géopolitique. Gilles Babinet, bien sûr, serial entrepreneur, président du Conseil national du numérique. Lui, politique, je me demande s'il n'est pas en train de le devenir. Stéphane Mallard, conférencier, visionnaire, provocateur, il a été l'un des premiers à dire que l'intelligence artificielle allait signer la fin du salariat. Charlie Perrault, chef du service tech et start-up aux Échos, elle décrypte l'actu de la French Tech comme personne. Raphaël Dohan, essayiste, haut fonctionnaire, passionné d'histoire antique, il fait des parallèles étonnants entre Rome et notre époque et il risque de vous surprendre. Et puis Michel Lévy-Provençal, c'est un prospectiviste. Il est aussi entrepreneur et il a importé les conférences TED en France, donc autant dire qu'il sait où la pensée se cache. Un grand merci à nos partenaires, Nagarro, votre accélérateur d'ambition tech et IA qui coproduit avec moi ce programme, et Plug and Play France. Allez, c'est l'heure de passer à table. Je suis obligé de vous poser la question parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est le 8 juillet, et Elon Musk a décidé de lancer son propre parti politique. C'est vrai que tu avais commencé par... Bien sûr. On va pas parler que de politique ce soir, rassure-moi. On va parler un peu d'autre Non, chose. j'en sais rien. Moi, j'avais envie de vous parler de ça. Donc, Après, tout est politique. Ça risque d'être Voilà. Tout y arrive à la fin. Mais oui, elle est arrivée pratiquement à faire passer la cybersécurité pour un sujet qui est éminemment politique. C'est un sujet politique, c'est un sujet géopolitique. Aujourd'hui, sur l'espace numérique, on fait la guerre. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on voit bien qu'ils s'attaquent mutuellement via l'espace numérique. Donc, on ne peut plus penser que la cybersécurité, c'est un sujet de niche. Ça, c'est évident. Ouais. Mais à votre avis, il peut réussir son coup ? Quel coup? Devenir président ? Ah oui. Non, pas forcément de devenir président, mais d'arriver à percer. Parce qu'aux États-Unis, aucun parti au milieu, entre les démocrates et les républicains, n'ont jamais percé. Alors, Est-ce qu'il peut réussir ? S'il reste vivant. déjà, on va revenir là-dessus. Je savais que tu allais me parler de ça. Mais non, il mais se met en danger. Vous mais il a imaginez raison, pas à parce quel point. qu'aux États-Unis, on sait déglinguer des mecs. Donc, on en a déglingué. Trump, il a failli. Je vous On a surestimez failli l'idéologie, déglinguer je pense, Trump là-dessus. Mais avant ça, il y avait un milliardaire lors des élections de 1992 qui s'appelait Ross Perot. Ross Perot, exact. C'était ça, Ross Perot. Ross Perot. 1992. Qui s'est présenté aux élections. Qui s'est présenté aux élections et qui a réussi à avoir 19% des voix, ce qui a mis George W. Bush, le père, en difficulté. Il est arrivé à obtenir un nombre de sièges au Sénat et au Congrès américain qui était plutôt important. Et je pense que Elon Musk, c'est un mec de calcul. Et il sait très bien que la majorité au Sénat ou à la Chambre des représentants va être très fragile. Et que s'il n'a pas besoin de gagner les élections, s'il devient la variable d'ajustement, il a gagné. Il veut peser. Et aucun des grands partis ne va avoir une majorité absolue. Il va avoir un parti au milieu qui va être celui qui va décider entre les deux. Parce que de toutes les manières, il ne peut pas être président. Oui, c'est ça. Non, il ne peut pas parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Et il est faiseur de roi, s'il veut. Il est faiseur de roi. Mais il est faiseur de roi et Ross Perot avait fait exactement ça en 92. Et d'ailleurs, sur une thèse qui était le déficit et la dette. C'était la thèse de Ross Perot. D'ailleurs, c'était un libertarien avant l'heure. Stéphane. Non, je pense que moi, je vois pas d'idéologie ni vision politique au-delà de tout. Moi, je vois d'abord du pragmatisme. Il a ses objectifs, que ce soit Mars, la tech, ses business, la prolongation de la conscience humaine, enfin tout ce qu'il veut faire. Et il voit que pour atteindre ça, il décompose ça en sous-objectifs et il a des contraintes et des obstacles. Donc, il va juste les franchir un par un, quelle qu'en soit la stratégie. Que ce soit en faisant basculer une élection, comme tu dis, avec des algos qui font gagner 1% ou autre. C'est juste un problème solver. Et la dette est un véritable problème, parce que si la dette est forte aux États-Unis, l'administration est faible, et donc il a besoin de l'administration pour financer ce programme-là, et on ne peut pas aller sur Mars avec un pays qui rembourse une dette qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est un thème porteur, en fait, la dette. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui... Dans la société américaine, et surtout pas les moyens de résorber la dette. Non, pas sûr. Politiquement, il n'est pas forcément sur la thématique qui va lui permettre, effectivement, de peser. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas un politicien... Un problème solver, c'est tout. Mais est-ce que le Doge a raté parce qu'on lui a pas donné assez de temps, ou est-ce que le Doge a raté parce qu'en fait... c'est hyper cruel de dire à Musk que t'as loupé parce que t'as eu 6 mois. Qui a réussi en 6 mois? Je suis en désaccord complet avec ça. Nos politiques en 5 ans, ils n'y arrivent pas. Donc, la méthode a été mauvaise. C'est le mépris
de l'essence même des politiques publiques ne peut faire qu'un foirage. Je suis d'accord avec toi que la méthode a été bourrine et ça pouvait pas marcher parce que tu débranches pas, comme tu dis, comme ça, avec tous les stakeholders et tous les équilibres que tu es en train de faire foirer, y compris dans le temps. Par contre, la vraie question et le sujet qui n'a pas été traité, c'est qu'est-ce qu'on confie à l'État et qu'est-ce qu'on privatise. C'est ça qui aurait dû avoir lieu. Et ensuite, on débranche progressivement et on met les stakeholders. Je suis d'accord, c'est le bordel. Il n'a même pas essayé de faire ça, c'est ça le problème. C'est ça qu'il aurait pu faire. Il était connu et il était bon pour faire son truc qu'il appelle les premiers principes, de prendre comment on fait une fusée de zéro, quoi, et de repenser entièrement la construction et la fabrication d'une fusée. Il n'a pas du tout fait ça pour l'État. C'est ce qu'il aurait pu être. Ça aurait été intéressant qu'il fasse ça avec sa méthode muskienne. Mais oui, mais voilà, pour ça, il aurait fallu qu'il ait tous les pouvoirs et qu'il ait 10 ans. Quoi. Aujourd'hui, on vous demanderait, les politiques, l'Europe, la France, de repartir d'une feuille blanche. J'en parlais pour la Révolution française, ça a vraiment été le principal moment où on a fait ça. Oui, mais il y a un moment quand même. Bien sûr, mais il faut une violence. Et c'est une violence, bien sûr. Qui n'est pas acceptable. Moi, je parle pas de la terreur. Je parle pas de la Révolution française de la terreur, mais au tout début, dès le début de la Révolution, quand on abolit les corporations, d'un coup, c'était quand même la base, l'armature du système économique et social de l'Ancien Régime, et tout d'un coup, pof, en un jour. Mais tu peux pas séparer la terreur de l'abolition des corporations. Ah si, moi je pense que c'était pas écrit d'avance qu'il y avait la terreur qui allait arriver, qu'on allait guillotiner des gens parce qu'on avait aboli les corporations. Enfin, non, pour moi, c'est pas un mécanisme le lien est pas dans ce sens-là, mais tu peux pas créer un système. Il faut une radicalité pour faire l'un qui peut mener à l'autre. Je suis d'accord. Il y a un risque à prendre. La force des systèmes démocratiques, c'est d'arriver vers des changements radicaux sans violence. Voilà, c'est le. Mais moi, si tu veux. Quand t'as trop de complexité, ça peut pas marcher. Tu penses quoi de l'exemple Milei ? Il y a rien qui m'animerait à passer du temps dans la chose publique si j'avais pas cette conviction. Si je devais penser que, en réalité, il faut marcher sur la gueule des gens pour arriver à faire des grands changements, je serais à la pêche, je serais ailleurs. Mais pourquoi c'est marcher sur la gueule des gens ? Parce que tu dois faire le pari de l'intelligence. Tu dois dire, ok, à un moment, la majorité des gens dit ok, on pense que l'intérêt collectif, c'est de faire des économies sur tel truc et tout ça. Tu fais un grand débat et tu le fais. Et il y a plein de trucs qui passent comme ça. T'as des exemples où ça a marché ? Écoute, là, on a fait une loi sur la fin de vie qui était un truc très antagonisé, où les gens partaient avec des désaccords majeurs. Et le truc est voté. Non mais ok, un consensus sur une loi, une grande loi, ok, ça je suis d'accord. Mais là, on parle de débrancher complètement des systèmes pour réinventer. Moi, j'ai pas envie de débrancher complètement des systèmes. Ah ben voilà, c'est ça qu'il fallait dire. J'ai pas envie de débrancher complètement des systèmes. Je pense qu'ils ont une forme d'intelligence qui correspond plus à notre époque, qu'il faut les faire évoluer. Mais si tu veux, le principe de dire on doit débrancher le truc, ça c'est un truc d'entrepreneur. C'est pas un truc de démocrate. Mais, tu sais. Moi, je pense que le problème, c'est la complexité de tout ce qu'on a branché dans tous les sens, comme tu dis. La question, et ça peut rejoindre ton point, tu peux débrancher sans que ça crée trop de douleur. Parce que le pari, et moi je l'ai vu de l'intérieur, c'est que tu as des trucs, tu les débranches, il se passe plus rien. Mais ça crée aucune douleur, hein, et je peux t'en citer. Peut-être, je n'ai pas ça à l'esprit, mais si on prend les grands sujets, c'est par exemple les retraites, le travail. Moi, hier, j'étais dans une remise de médailles, tu avais la moitié du CAC 40 qui était là. En ce moment, tout le monde remet des médailles. Moi aussi, hier. C'est pas des remises de médailles en ce moment, c'est des remises sur les médailles. Mazzella en ce moment. Ah non, c'était Mazzella hier. Moi, j'étais Mazzella. D'accord. Bon. Tu vas avoir une médaille, toi ? Non, toujours pas. Toujours pas ? Non, mais t'es trop jeune. T'as quoi comme diplôme ? Journalisme. Non, mais journalisme, non, ça marche pas. Tu peux pas. Non, je ne pense pas que tu auras droit. Pas sous ma compte. Tu penses quoi de l'exemple Milei ? Ça marche ? T'en penses pas que du mal ? Je pense que le type est un gros réac. Je partage pas Pourquoi du tout ses valeurs. C'est la théorie libérale qu'il applique. Non, c'est au-delà de ça, c'est ses valeurs. Il est complètement... C'est la tronçonneuse qu'il a du mal à passer. Quoi. Non, je suis d'accord avec lui quand même, la tronçonneuse. Hein. C'est quand même pas le symbole... Quoique nous, on avait quoi comme symbole à la Révolution ? Et si tu veux, j'aimerais bien regarder la gueule des indicateurs sociaux dans ce pays, si tu veux. L'indicateur de pauvreté, il est en train de monter. Toi, tu vis dans le centre d'une ville avec un niveau que je partage d'ailleurs de privilège qui est juste extraordinaire. Tu peux pas dire je passe comme ça sans te rendre compte que tu vas bousiller des vies en grande quantité. Tu vois ? Pas. Tu sais, mais c'est pas, tu penses pas. Non. C'est ce qui remonte de tout un tas de travaux, en fait, de publications. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais. Que tu regardes la théorie économique. Charlie, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'avais lu effectivement, alors j'ai plus les métriques en tête, mais la pauvreté, mais en fait, tu peux pas prendre à chaque fois qu'une seule métrique. Comme nous, on va te dire le chômage, il
il est plus bas en Allemagne, ouais, mais il y a quand même. C'est pas comparable, plus, je suis d'accord, tu vois, bien donc tu ne peux pas dire ce qu'il a fait, c'est bien ou quoi. Moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas très bon. C'est comme si tu veux au Salvador, où tout le monde est là, c'est super, il a mis tout le monde en prison, ça va mieux. Non, pas tout le monde, il a pas mis tout le monde en prison. Lui. Ah bah. Non, Il a mis tous les gens qui sont tatoués. Je suis pas sûr que démocratiquement, j'avais vu des sondages assez hallucinants sur les électeurs, par exemple, les Français en général seraient favorables à la suppression du statut de fonctionnaire. Bon, d'ailleurs, je me prononce pas là-dessus, moi-même je suis fonctionnaire. Oui, c'est vrai. On Voilà, rappelle que toi, tu travailles au tribunal en tant que magistrat. Donc mais il y a une majorité de Français qui seraient favorables à ça, ce qui est surprenant déjà en soi. Il y a une majorité de Français de gauche qui sont favorables à la suppression du statut de fonctionnaire. C'est un sondage Ipsos 2021. Il y a même 47% des électeurs de la France insoumise qui seraient d'accord pour supprimer. Bon, c'est quand même assez incroyable. Donc après, évidemment, tout dépend de la manière de le faire. Mais je pense pas que démocratiquement, ce soit du tout impossible de faire de grands changements qui seraient d'ailleurs pas forcément négatifs. Moi, je ne parle pas de la méthode Milley. Il ne s'agit pas forcément de mettre Je viens de te couper voir absolument toi, toutes les et aides. je te dis, écoute, le principe d'emploi à vie, je le remets en cause. Et puis, on va avoir les principes de contrat d'évaluation tous les 5 ans. Mais en contrepartie, j'augmente ton salaire de 50 ou 100% sur 5 ans. 200%. Mais c'est ce qu'il faut Sur faire. les profs, il faut faire ça. Les fonctionnaires français sont extrêmement mal payés. Bah oui. À commencer par les profs. Bah oui. Tu vois. Et tu dis aux gens, écoutez, on fait un deal où on introduit un peu de performance, tu peux faire péter ce statut. Ouais. Le statut a aucune valeur en réalité. Mais pour les politiques, dans le personnel politique, c'est un truc qui est totalement intouchable aujourd'hui. Mais pas du tout. Franchement, ce que je veux dire, c'est que je vois aucun homme politique ne dit ma proposition dans cette campagne, c'est supprimer ce fonctionnaire. Encore une fois, je ne peux pas en faire le. T'as beaucoup de débats qui n'ont pas lieu, qui devraient avoir lieu et qui n'ont pas lieu en réalité. J'ai l'impression qu'on raisonne quand même avec un logiciel qui est celui, on va dire, d'avant 2020. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé depuis 2022, le 23 novembre 2022. Et je pense que Musk, d'ailleurs, avec Doge, avait l'intention notamment de gagner en productivité, de gagner en efficacité Bien avec l'IA. Et là, quand tu parles, par exemple... Comme Bill Clinton avec la numérisation et l'Internet à l'époque. Oui, mais à une toute autre échelle. On n'est pas du tout à la même échelle aujourd'hui. Oui, parce que ça va beaucoup plus vite. Et parce que... Bon. Donc on revient un petit peu au sujet de l'IA, mais tu vois, quand tu parles des fonctionnaires, de plus les payer, mais tu peux pas plus payer les fonctionnaires, garder le même nombre de fonctionnaires. Et donc à un moment donné, il y a cette dimension, et c'est pour ça que je rejoins un peu Stéphane dans sa démarche. Je suis pas forcément pro-Milley, mais je comprends la démarche qui consiste... Pas libertarien non plus. Hein. Attends, t'es pas libertarien. Attends, c'est parce que les caméras tournent, en fait, c'est ça. Ah non, mais en fait, il y a des jours, je le suis un peu plus que d'autres en fonction de ce qui se passe, mais je suis libéral parce que j'ai appris la théorie économique. Ce qu'on apprend de la théorie économique, c'est le libéralisme qu'on appelle ici, mais... Enfin, pardon, je te laisse. Mais c'est juste pour terminer. Non, mais la question, elle est simple. Hein, c'est de se demander à quoi ressemblera l'État à partir du moment où l'IA sera largement démocratisée au sein de l'IA. Alors, bah oui. Il y a ça. Puis sur leur point des fonctionnaires, quand on pose la question aux Français, il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Hein. Ils sont massivement pour garder tout ce qui est médecin, etc. Mais par contre, c'est la bureaucratie. C'est ça le problème surtout. Yasmine, on est d'accord. Mais justement, je voulais te poser une question. Tu disais, au moment où on démocratise l'IA au sein de... Au sein de l'État. On la généralise. On la généralise. On la généralise. Ça risque pas d'arriver parce qu'ils essayent de démocratiser Mistral. Donc je suppose que dans Mistral, il y a toutes les mesures pour faire en sorte que ça ne disrupte rien. Qu'est-ce qu'il est méchant. Ça y est, il est méchant. Après, l'IA, oui, je pense qu'on le démocratise de plus en plus. Typiquement, chez les entreprises, c'est un souci. Hein. Tout le monde l'utilise, personne n'a conscience des risques qu'il y a autour. Tout le monde voit que la partie positive, ce que je comprends, c'est un formidable outil, mais ça apporte aussi énormément de complexité et potentiellement de failles pour les entreprises. Aujourd'hui, avant, on parlait du shadow IT pour les entreprises, maintenant, on parle du shadow AI. C'est-à-dire que dans une entreprise, tu as des politiques qui te demandent de ne pas utiliser des IA dans lesquelles tu vas injecter des informations potentiellement sensibles. Et la plupart des collaborateurs, ne pouvant plus vivre sans ChatGPT, par exemple, l'utilisent. Ouais, moi, je fais partie probablement des plus vieux autour de cette table. Non, c'est moi, je pense. On n'est pas loin. Mais en 95, j'étais dans un labo de recherche chez Thomson CSF et la première fois que j'ai demandé à accéder à Internet, évidemment, on n'avait pas Internet sur nos ordinateurs, c'était absolument interdit. Il fallait aller dans une salle sécurisée avec une carte. Je passais mes journées dans cette salle à regarder le net, etc. En fait... tu as tout à fait raison quand tu dis qu'aujourd'hui, les entreprises... Mais ça, c'est un problème en sécurité ? Oui, entièrement. Alors après, je vais mitiger mon propos, je reformule.
on a des grosses entreprises, celles qui en ont les moyens, forcément, qui ont vu justement ce problème arriver, qui ont décidé en fait de créer tout simplement leur propre IA en interne. Comme ça, on règle le problème. Et voilà, c'est l'IA, elle est en interne. Les mecs, ils essayent de concurrencer OpenAI. Non, ils réutilisent des technologies existantes, mais elles sont en interne, elles sont contrôlées, elles sont paramétrées. Donc en fait, on n'est pas sur des... Voilà. Donc du coup, tu prends des grands groupes du CAC 40. En général, pour la plupart, elles ont pris cette démarche justement pour éviter des potentielles fuites de données ou d'avoir à traiter avec les... C'est un gâchis total. Mais pourquoi ? Parce qu'elles ont mis des fortunes pour un truc qui marche pas, parce que c'est décevant par rapport à ChatGPT, du coup, comme tu dis. Alors attention, c'est décevant. Non, moi je dirais pas que c'est décevant. 100% des boîtes que je vois me disent en off, les salariés viennent me dire, ils nous ont fait un chat GPT interne. Parce qu'ils l'entraînent sur des trucs open source qui sont moins bien que les derniers modèles. Non, je suis pas d'accord. Les retours, moi, que j'ai sont au contraire plutôt positifs, parce qu'en fait, l'utilisation... Les deux. Moi, j'ai les deux, parce qu'en fait, dans le cadre du travail, tu as une utilisation qui est limitée. T'as pas besoin d'avoir autant que ce que tu accordes aujourd'hui chez ChatGPT. Parce qu'en fait, dans le cadre de ton travail, ça répond aux besoins internes. Je trouve que ça répond aux besoins internes. Et après, pour les besoins que tu as personnellement, ça, tu le fais à côté, en parallèle. Mais aujourd'hui, il y a 70% des boîtes françaises qui utilisent l'IA générative. Ça paraît dingue. Hein. Non, en fait, ça m'étonne pas. 70%, je termine mon propos, 70% des boîtes françaises qui utilisent l'IA générative, mais elles ne le font pas officiellement. En fait, ce qui se passe, c'est que seulement 20% d'entre elles l'utilisent de manière officielle et le reste, ce sont les salariés qui sont effectivement en shadow, qui sont sur leur téléphone mobile, qui leur payent tablette, 20 balles par mois qui payent même pas 20 balles. C'est ça qui est pire. C'est qu'ils sont sur les versions gratuites. Et là, je te suis complètement, il y a un risque cyber monumental parce qu'ils injectent les données de l'entreprise sur les versions gratuites qui ensuite sont utilisées pour entraîner les modèles. Il y a eu des cas de grands groupes où les employés ont injecté du code confidentiel, des contrats, et qui ont fuité par la suite à la concurrence. Alors, je peux vous dire, ils l'ont coupé tout de suite. Hein. Donc l'une des premières choses à leur dire, c'est basculer sur les versions payantes. Et en l'occurrence, et moi je suis un fervent défenseur des versions américaines, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire de souveraineté, de Mistral, etc. Moi aussi, ça n'existe pas. En disant... Oui, mais je vais juste préciser pourquoi. C'est un sujet, hein. Je l'ai au menu. On est où là ? On est à l'entrée ? Non, au plat de résistance, j'ai ce sujet-là. Qui autour de cette table utilise Outlook ou Gmail ? Tout le monde. Bon, évidemment, alors, tout le monde. Donc, vous êtes sur les mêmes types de contrats en pro, en usage de Gmail et Outlook qu'avec tu veux dire tout le OpenAI monde, tu rigolais ? Non. Ah non, mais j'utilise pas ces trucs-là. Tu utilises quoi ? T'es sur Proton. Outlook ou... Ah oui, non, j'utilise Gmail. Voilà. Très bien. Ça va ? Attends, je suis un peu t'es fatigué. sur un Nokia 3210 aussi C'est ça qu'on est là, les données. Donc en fait, on a exactement les mêmes conditions d'usage en termes de data qu'avec OpenAI. Donc on se fait des nœuds dans la tête. Attends, je vais te donner une contradiction. Vas-y. Je suis entièrement d'accord. Si on parle de est-ce que notre data est envoyée ou pas aux États-Unis, est-ce qu'on rentre dans la juridiction de l'extraterritorialité américaine, je suis d'accord. Mais je ne suis pas à ce degré de discussion. Moi, je descends un peu plus bas où je parle tout simplement de la capacité à hacker l'outil. Tu prends un Microsoft ou un Gmail, je peux te le dire, ils mettent le budget nécessaire pour sécuriser leurs outils. Alors, on a des fuites, je dis rien n'est impénétrable. Oui. Mais il faut y aller, il faut en avoir envie. En revanche, les IA jusqu'à présent, tous les experts en IA te le diront, se sont vraiment consacrés à créer des IA qui soient efficaces, et à aucun moment dans le processus de construction, pour la plupart, n'ont pensé à la sécurisation de l'outil. Et tu parles d'OpenAI, il aura fallu quand même aux gars 2 ans avant de se dire « je me prends un directeur de la cybersécurité ». Et je me souviens d'il y a, je crois, 1 an et demi ou 2 ans, je me connecte sur ChatGPT et puis tout d'un coup, je vois plus le chat, tu sais, que vous avez sur le côté là, qui vous donne toute votre historique de ce que vous avez envoyé. Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Je tape sur Google et en fait, une faille était présente, elle a été exploitée par des hackers et donc on a leaké toutes les requêtes des gens. En gros, ton journal intime, parce que bon, quand tu fais tes requêtes, tu mets un petit peu ce que tu penses. Et donc, ce qu'a voulu faire OpenAI et donc ChatGPT en attendant de patcher, c'est de bloquer. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, d'un point de vue de la collecte de données extraterritoriales, c'est la même chose. Je parlais des modèles. Les modèles ne sont pas entraînés à partir des données des comptes professionnels. Donc, si on veut avoir exactement le même niveau avec les mêmes éditeurs, dans ces cas-là, on prend Gemini de Google et on prend OpenAI sur un cloud Azure et on a exactement les mêmes conditions. Michel, t'as rien mangé ?
Tu veux qu'on aborde ce sujet dès maintenant? Oui, on est en plein dans l'IA, c'est pas le même sujet. Je t'ai dit, écoute Michel, si tu dois rien manger, amène ton Tupperware. Non, mais j'ai mangé. En plus, j'ai mangé. En revanche, j'ai pas tout mangé. Attends, c'était quoi, Rachad? Qu'est-ce qu'on avait en entrée? L'aubergine en entrée. Mais l'aubergine, merde. Mais j'ai mangé l'aubergine. J'ai juste pas mangé la couche de gluten qui est en dessous. Ah, c'est gluten. C'est pas que c'est vraiment. gluten. Moi, je pense que mais je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Mais explique-nous, on a besoin de savoir. Non, la France s'interroge. Oui, j'ai passé 50 ans, donc beaucoup de, pas tous, mais certains qui passent 50 ans commencent à changer de régime alimentaire et puis font beaucoup plus de sport. Sexuellement, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Ok, d'accord. Donc sexuellement, ça a changé aussi ou pas? Forcément, si tu veux qu'on aborde ce sujet, à partir de 45 ans, ça commence à changer, évidemment. 45, le seuil. Ah bah oui, à partir de 45, ça commence à changer. Pour les hommes, je parle, pour les hommes. D'accord. Donc, tu sais que c'est un sujet tabou. Mais c'est pour ça que je l'aborde. L'andropause est un sujet tabou. Oui. Alors que ça existe. On parle beaucoup de ménopause, mais l'andropause existe. Elle existe parce que on perd. Non, mais c'est un sujet. Il voulait aborder le sujet. Non, mais la conversation devient intéressante là. Et voilà. Je vous rejoins. En fait, on perd. Par exemple, l'andropause. Moi, je n'ai pratiquement plus aucune libido. C'est un problème de testostérone. Non, j'ai l'impression de devenir une sorte de moine tibétain. Tu fais du sport plus ça. Non, surtout pas. Ça s'oublie, va venir régler ce problème dans pas longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles ta testostérone a probablement baissé. Une manière de re-réguler, non, ça c'est avant, mais une manière de re-réguler ton taux de testostérone, c'est faire du sport. Et puis quelques compléments alimentaires qui te permettraient regretter d'avoir organisé ce dîner. D'améliorer. Non, ça m'intéresse, ces questions m'intéressent. Et ça améliorera ta libido. Ok, d'accord. Et arrêter de manger le biscuit, enfin la brique. En fait, je vais t'expliquer de manière. Ça va me permettre de. Déjà, faut que tu rentres baiser en France à nouveau, pour commencer. Je vais t'expliquer. Non, mais il est aux US en plus. Il vit en Californie. Je comprends pas. T'es le seul. À partir du moment où tu commences à passer un certain âge, tu commences à avoir certains symptômes. Et en l'occurrence, j'avais des problèmes de prédiabète. Je me suis rendu compte que, en fait, le corps commençait à fatiguer. Et j'ai fait des analyses, j'ai fait des check-ups, etc. J'ai commencé à me patcher, tu sais, comme les diabétiques qui se patchent avec un glucomètre. Ton taux de glucose. Voilà. Et j'ai compris, et c'est très lié d'ailleurs à ce dont on parlait, à la data. J'ai commencé à voir ma courbe de glycémie évoluer en fonction de ce que je mangeais. Et j'ai fini par comprendre, au bout d'un an, que certains aliments étaient très mauvais en réalité pour ma courbe glycémique. L'objectif étant de lisser le plus possible la courbe de glycémie. Parce que ça a un impact sur ton humeur. Mais t'as pas l'impression de lisser ta vie non plus, quoi? Pas tant, parce que, tu sais, quand tu montes, tu descends aussi beaucoup. Ouais, donc t'as des up and down qui sont pas très agréables à vivre, alors que tu peux arriver à lisser la courbe et être toujours un tout petit peu au-dessus. Et donc le sport t'aide, l'alimentation t'aide, en tout cas moi elle m'aide, je prends beaucoup de compléments alimentaires aussi. T'as peur de mourir en fait. Alors est-ce que j'ai peur de mourir? Non, je pense que je vais vivre, enfin sauf accident, plus longtemps que si je n'avais rien fait. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on va probablement gagner encore 20-25 ans d'espérance de vie dans les 20 ans qui viennent. J'aurais dit 200, mais... Plus 100 ans. Non, mais je t'ai dit que t'étais plus radical aujourd'hui, mais dans 10 ans, 200. En fait, quand tu poses la question aux gens... Je connais un mec qui dit ça aussi. Comment? Je connais un mec qui a cette même théorie. Tu sais, on connaît tous en fait, où sont mes clopes? Quand tu poses la question aux gens âgés, est-ce que vous voulez vivre, qui sont très âgés, comme tu dis, est-ce que vous voulez vivre 200 ans? Ils disent non, je suis pas en bonne santé, machin, etc. Mais si tu leur dis chaque jour, est-ce que vous voulez vivre un jour de plus? Ah bah oui, un jour de plus. Ça, un jour. Et si tu leur reposes la question tous les jours, en fait, ils disent jamais non. Donc en fait, ça veut dire, mais ce qu'ils veulent dire, c'est bonne santé, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je trouve que la vie, elle est déjà assez complexe pour les à peu près 75 ans qu'on a actuellement. 200 ans, ça me paraît quand même dur à gérer. C'est relatif. C'est assez marrant, comme on a le problème par ailleurs de la baisse démographique, on fait plus assez d'enfants, etc. C'est assez drôle d'imaginer un monde où on vit 200 ans, imaginons, ou plus, mais où on fait plus d'enfants. Où on est tous jeunes. Et on a tous l'air jeunes. Voilà, on reste tous jeunes, mais on est tous les mêmes, quoi. Et c'est bizarre, c'est une société où dans 200 ans, on connaît tout le monde. Mais toi, t'as commencé à faire des enfants, là. Moi, j'en ai un, ouais. Tu débutes là. Je débute, oui. Et tu commences à te rendre compte comment c'est chiant là. Non, c'est bien, ça va. Ouais, attends, attends, mais pour revenir sur ce que tu disais, justement, moi j'ai eu cette conversation il y a quelques mois de cela avec mon conjoint. En fait, on en parlait de cette question de vie éternelle et de reproduction. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que c'est pas trop étonnant de se dire que si un jour on arrive à vivre 200 ans, on fera pas d'enfant, parce que quelque part, avoir un enfant, c'est une volonté de créer une continuité de soi dans la perspective qu'à un moment donné on disparaîtra. Ouais, et si on n'a plus cette finalité, à quoi ça cette
cette fin, est-ce que vraiment à quoi ça sert de faire des enfants? Tout à fait. Il n'y a même plus besoin de... j'ai un chat. Tu vas pas avoir d'enfant alors? Si, pourquoi pas. Pas tout de suite, mais un jour, si. Mais pourquoi? Pourquoi j'aimerais avoir un enfant? Oui. Ça aussi, c'est une très bonne question que je me suis posée. Ouais. Je pense que j'ai envie de donner la vie à quelque chose et de le faire grandir. Je l'imagine pas comme quelque chose qui va venir répondre à un besoin. Pour moi, un enfant, il est ni là pour te rendre heureux, ni là pour combler un vide. Je te confirme. Voilà, je pense qu'au contraire, un enfant, c'est comme mon chat, tu vois, c'est un peu ingrat. Un jour, il va partir et t'entendras parler de lui une fois par mois. C'est très bien. Donc, mais par contre, effectivement, peut-être transmettre ce que j'ai pu apprendre, de bon, de mauvais. Je dirais plutôt de la transmission, voilà. Charlie, t'as pas d'enfant, toi? Pas du tout, et je n'en veux pas, voilà. Mais c'est pas bien chez les autres. J'aime beaucoup, c'est comme les animaux, j'adore chez les autres. Ça me... On peut pas encore les louer, mais... Ouais, non, mais même louer, ça ne m'intéresse pas. On peut se les faire prêter. Les questions, si on va jusqu'à 200 ans et plus, elles sont vertigineuses, parce que comme tu dis, il n'y a pas besoin de faire d'enfants, parce qu'on n'a pas besoin... En fait, on a cette pression de se reproduire parce qu'il y a la mort, mais en fait, t'as même plus besoin de différenciation sexuée, puisqu'en fait, si on peut même changer nos gènes à la volée, on se reproduit aussi pour faire une nouvelle combinaison génétique, biologiquement. Donc, en fait, tout ça aussi, ça saute. Puis si on peut remodifier nos cellules comme on veut, rajeunir, etc., on n'a même plus besoin de corps, on peut brancher notre cerveau. Laurent Alexandre sort de ce corps. Laurent Alexandre est là. Il est quelque part. Là, on est dans cyberpunk, tu sais que c'est le super copain de Michel. Hein. Ils s'écrivent tous les jours. Mais on est tous, moi aussi, on est tous pas. Et Raphaël aussi. Hein. C'est notre. Il n'y a qu'à moi qui répond pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une personne à qui Laurent n'écrit pas tous les jours ici? C'est pas vrai. Ben moi. Ça va venir, t'inquiète pas. Ça va venir. On envoie les messages. Dernier message de Laurent. Je vais vous dire, hein. Je peux pas venir. Moi, le dernier message, c'est je peux pas venir. Stéphane, vous savez, c'est un conférencier. On le fait intervenir dans les entreprises. C'est un one-man show. Il passe sa vie sur la route. Tu fais combien de conférences par an? Entre 100 et 120. 100 et 120, et pas à Paris, quoi. T'es à Paris. T'es à Besançon, à Vichy, à Limoges. À Limoges. On s'est connus. C'est là qu'on s'est connus, effectivement. Et il a une thèse où il explique que c'est la fin du travail. Et donc, c'est des entreprises... Du salariat, d'abord. Du salariat et la fin du travail. Et alors là, j'ai lu une anecdote sur LinkedIn où tu as écrit ce matin, quoi, en fait, où tu dis, tu as un entrepreneur qui t'a appelé, j'aimerais bien... c'est pas un entrepreneur, c'est une DRH. Une DRH qui t'a appelé et qui t'a dit, j'aimerais bien, on adorerait que vous interveniez, mais si vous pouviez ne pas expliquer que c'est la fin du salariat et que nos salariés vont être juste augmentés, mais pas remplacés. Je pense pas qu'il va dire qui c'est. Moi, j'ai une théorie. Moi, je sais qui c'est. Moi, je pense que les DRH le contactent avant les grands plans de licenciement. Et qu'il faut intervenir. Et tu vas avoir plein de boulot, hein, d'ailleurs, parce que comme il va y en avoir plein là, dans les années qui viennent. Ah, mais tu rigoles, mais c'est un vrai sujet. Hein. Mais c'est un vrai sujet. Alors, explique-nous, cette DRH t'appelle et te dit, allez, mollo, c'est augmentation par remplacement. Ah ouais, parce que moi, je suis un peu coupable, parce que ma thèse en 2018, mon bouquin, c'était de parler d'humanité augmentée, où j'explique qu'on allait augmenter l'humain. Je le pense toujours, sauf que sur le salarié, donc déjà, moi, j'ai expliqué que c'était la fin du salariat, mais je suis de plus en plus convaincu, Gilles est en désaccord depuis 2 ans, lorsqu'on discute de ça, que le travail humain va disparaître, mais moi, ma thèse, c'est de pas affoler les gens, c'est de leur dire c'est une bonne nouvelle, on est tous dans le même bateau, on va être contre les machines, elles vont être meilleures que nous, on va les faire bosser à notre place, ça va être très bien, mais je pense qu'avec les modèles qui arrivent, l'humain n'aura plus de valeur à ajouter au travail. Et la thèse, elle est très simple, hein, c'est de dire que tout ce que nous faisons au travail, on le fait parce qu'on règle des problèmes, que ce soit le travail physique ou intellectuel. Il n'y a que notre force et notre cerveau qui peut faire ça. Et avec le progrès, d'abord les machines, les outils, et ensuite la technologie et maintenant les algos, on est en train de remonter toute la chaîne de valeur. On a automatisé le physique avec la révolution industrielle et les outils. On est allé sur les tâches intellectuelles basiques. Et sur l'école bleue, ça n'a dérangé personne et ça n'a fait chier personne. Ah si, ça a emmerdé tout le monde. Mais t'as d'autres métiers qui se sont créés. Alors, l'argument, c'est de dire, c'est Schumpeter, c'est une destruction créatrice, c'est dire, on détruit des jobs dans un paradigme, mais on recrée un autre paradigme. Ouais. C'est très vrai, c'est tout le cours de l'histoire. Sauf que cette fois-ci, l'argument, c'est de dire, si on a craqué l'intelligence, et là, je sais que vous allez vouloir de débattre sur est-ce que les LLM, c'est vraiment l'intelligence ou pas, parce que moi, je crois, notre intelligence n'est qu'un algorithme, mais il n'y a rien de réducteur à dire ça, probabiliste, bayésien, alors on est progressivement en train de craquer cet algorithme et de transférer nos tâches intellectuelles, pas encore tout à fait autonomes, je suis bien d'accord, mais de plus en plus à ces algos qui vont remonter toute la chaîne de valeur. Et alors là, on peut prendre des exemples partout. Au début, c'était, je vous dis, des tâches automatisées, Excel, une calculatrice que vous voulez, et là, on va sur des tâches à très haute valeur ajoutée. C'est le diagnostic du médecin, c'est les contrats juridiques des avocats. Enfin, moi, j'ai des avocats qui me disent, j'ai des clients qui viennent, qui me trouvent, en patrimonial par exemple, des solutions patrimoniales, des arguments auxquels on n'avait pas du tout pensé, qui sont brillantes, et c'est l'algo qui l'a trouvé. C'est quoi la valeur ajoutée du mec ?
C'est commoditisation. Je partage pas ton idée parce que tu vois, typiquement en cybersécurité, c'est un débat. Celle de se demander est-ce que finalement on a des experts complets qui vont disparaître, les experts SOC, les analystes au SOC, est-ce qu'ils vont disparaître parce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des outils qui font une partie du travail d'analyse, de traduction de la donnée. Mais tu as toujours ce point où tu as à un moment donné un expert qui te dit « Ok, mais il ne pourra jamais avoir la décision finale. » Parce que si tu laisses à l'IA la capacité de te dire « Écoute, je pense que potentiellement, il y a une faille actuellement et donc je décide de couper l'électricité de tout un pays ou je décide de couper le système d'information de ce qui gère des centrales nucléaires », alors, c'est un peu complexe. Perso, moi, j'aimerais pas qu'une IA prenne cette décision. Donc, tu auras déjà, pour moi, tu auras toujours besoin, à la fin de la chaîne, d'un humain pour valider une décision. Moi, j'étais convaincu par cet argument-là, mais justement, le jour où dans tel ou tel secteur, pas forcément pour couper l'électricité dans tout un pays, mais pour des choses plus quotidiennes, si on a un système où il y a un humain à la fin qui, en fait, tous les jours, pendant des années, ne fait que appuyer sur oui, accepter ce que lui propose l'IA, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va. Je pense que son poste, il va pas tenir très très longtemps non plus, quoi, parce que, évidemment, même si on se dit dans l'hypothèse où un jour, peut-être qu'il faudrait que... Mais si c'est tout le temps que ça marche, si c'est vraiment 99,9%... Je rajoute un autre élément, et c'est ce que je disais au départ, quand je vous disais, l'IA, ça reste un outil, et par définition... Je suis pas d'accord avec ça non plus. Attends, elle est pas infaillible. Tu pourrais donc la hacker. Bien sûr. Et donc, si tu la hackes, tu fais du data poisoning, tu décides... à ce moment-là, tout ton système peut s'effondrer parce qu'un hacker a décidé de prendre le contrôle de l'IA, de donner de fausses informations, de lui faire prendre de fausses décisions. Donc, tu peux pas laisser une machine fonctionner toute seule sans avoir derrière des gens. Je suis d'accord avec ton argument à court terme. On va tout faire valider par un humain, sauf que ma thèse, c'est que progressivement, et c'est ce qu'on voit avec les LLM, on va se rendre compte que finalement, la machine, elle a de plus en plus raison, mais de plus en plus, on est incapable d'expliquer pourquoi elle a raison. Par contre, on raisonne avec des probabilités. Ça, c'est une de mes grandes thèses. Ça va être pareil chez le médecin comme en cybersécurité. C'est qu'en gros, ton expert, ce sera une IA. Elle te dira, la solution, c'est ça, avec tant de probabilités, mais on ne sait pas l'expliquer. Ça, il y a des gros challenges éthiques. Est-ce que ça avance pas trop? Parce que typiquement, Retour vers le futur, c'était quoi? C'était en 2005. Ouais. Mais c'est le futur. 2025. Voilà, le futur qu'ils imaginaient, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu de skateboard volant. On parle pas de ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain a aussi une très forte imagination de projection de ce que pourrait être l'avenir. Je te dis ce que c'est concrètement. Concrètement, aujourd'hui, c'est des IA qui diagnostiquent mieux que des médecins. Non, qui arrivent à trouver des choses plus rapidement. C'est diagnostic. Microsoft, il y a 4 jours, c'est une semaine, c'est ça? Ouais, une semaine. 4 mais fois ça, on l'a vu venir depuis 3-4 ans quand même. Ma thèse, depuis toujours, c'est une thèse qui dérange, mais qui commence à... Certains se disent, c'est peut-être pas faux, c'est que nous sommes des algorithmes de probabilité. Notre cerveau, il fonctionne avec des probas, il est bayésien. Mais non, mais ce que j'explique, c'est que tout est bayésien. Juste un mot, on fait des calculs. Je te suis à 100%. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, sauf peut-être sur un ou deux points. Le premier, quand tu dis on va pas être capable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur, je pense que l'explicabilité commence à être possible. Écoute, on l'a eu à la dernière édition de TEDx Paris, Jessica Hoffman qui était sur scène et qui a expliqué les toutes dernières avancées en matière d'explicabilité. On arrive à comprendre comment fonctionne le raisonnement de certaines IA à tel point qu'aujourd'hui, elles apprennent à des champions d'échecs des nouveaux coups d'échecs qu'ils n'avaient pas du tout imaginé. Ça, c'est un premier point. Donc, l'explicabilité, je vais un cran plus loin que toi, finalement. On va y arriver. Le deuxième point, c'est que, en fait, tu as un métier de conférencier. Ton métier, c'est pas du tout une critique. Je suis aussi. Tu as le droit de critiquer, c'est pas... Non, mais toi aussi, hein. Je le suis aussi. C'est pour ça que je dis ça. Et puis, et je respecte beaucoup ce que tu fais parce que j'ai lu ton bouquin, je te suis sur les réseaux, tes posts parfois me font marrer, comme le post qu'on vient d'évoquer. Mais je pense Moi, je suis devenu libertarien à cause de ces fans. Je suis pas libertarien, je suis libéral. C'est tout. T'es conférencier. Et donc, ce que tu proposes n'est pas opérationnel pour les entreprises. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est aussi de les accompagner en faisant du conseil. Typiquement, là, je viens d'accompagner pendant 1 mois et demi un grand réseau immobilier. Tu vas nous faire de la pub pour ta boîte, là, ça y est, quoi. Non, c'est à titre perso. Je le sens venir. Hein. Non, mais c'est un exemple qui est intéressant. Ok, vas-y. C'est leur dire, votre métier est foutu, vous n'allez plus avoir de boulot. Ouais. À mon avis, tu n'aides pas les gens. En revanche, pendant la période... Et leur mentir, c'est tu les aides. Tu leur mens pas parce que avant qu'on ait cette fameuse falaise qu'évoque Stéphane, c'est-à-dire le moment... Mais toi aussi, t'en parles de cette falaise. Je parle de cette falaise. Mais cette falaise, elle ne va pas arriver dans 2 ans ou dans 3 ans. Elle va arriver peut-être après 2030 ou au pire en 2030. Mais d'ici là, on a quand même 5 ans pendant lesquels on va pouvoir créer de la valeur.
on va pouvoir gagner en productivité. Et pour ça, c'est assez simple de former les équipes. Moi, je les ai formées en 1 mois et demi. Il place ton produit. Mais je place pas mon produit, je te donne un exemple concret, je te parle du terrain. Il me fait du placement de produit, c'est J'ai répondu à ça, moi. Alors, tu as répondu à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en effet, ce qu'on fait après la falaise. C'est-à-dire à partir du moment où l'IA, c'est probablement pas l'AGI, mais peut-être l'ASI, la super intelligence artificielle. Mais ça, c'est en Mais là, Gilles, t'es en désaccord avec tout. Mais oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait finalement des emplois, de l'économie à partir du moment où on arrive au point où la machine démonétise totalement l'intelligence humaine? Moi, très honnêtement, j'ai pas la réponse à ça en termes de microéconomie. J'ai peut-être une réponse politique, mais en termes microéconomiques, j'ai pas de réponse à ça. Moi, je suis très intéressé par ça. Tu dirais que le problème, il est économique ou il est social? Parce que les deux. Exactement. Parce que économique, en soi, la machine, elle tourne. Enfin, dans cette hypothèse où, effectivement, on arrive à un monde où... À condition qu'il y ait une véritable redistribution. Tu sais, c'est la thèse de Robin Hanson dans The Edge of M qui consiste à dire, en fait, ce sont les machines qui vont bosser pour nous et la valeur créée va être redistribuée sous la forme de revenu universel, en gros, à l'humanité et un revenu universel très conséquent. Tu vois, pas 5000, pas 500 balles ou 1000 balles par mois, des dizaines, des vingtaines de milliers d'euros par mois. Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que ce revenu universel n'est pas pour ne rien foutre. Mais c'est tout un problème. C'est ça la question. C'est la question fondamentale. Parce que tu sais très bien qu'il y a eu des essais de revenu universel, ça a été une catastrophe. Les gens sont rentrés dans la oisiveté, sont rentrés dans la dépendance à des drogues et des choses comme ça, et ça a été catastrophique sur un plan d'ailleurs même sanitaire. Je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a une pyramide où très peu décident et beaucoup travaillent. On est en train d'inverser cette pyramide. Où, je parle d'humains, très peu d'humains vont travailler, beaucoup d'humains vont décider, vont avoir ce que Yasmine expliquait en disant à la fin du cycle, j'ai besoin d'un humain qui quand même confirme pour des raisons éthiques ou pour des responsabilités aussi légales. Les avions se conduisent tout seuls. Mais on a besoin quand même d'un pilote dans l'avion parce que sinon personne ne monterait dedans. Peut-être pas. Parce que si ça ne marchait pas, il faudrait quand même quelqu'un qui reprenne la manette. Et qui reprenne la manette. Moi, j'avais entendu justement des personnes qui parlaient des IA qui travailleraient à notre place. Et un des arguments des experts avec lesquels j'avais échangé, c'était de dire qu'il faut faire quand même attention à la perte de compétences collectives. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si, année après année, décennie après décennie, en fait, on a une compétence qui baisse, des machines qui marchent, et puis un jour, ça ne marche pas pour X ou Y raison. La compétence secours, elle est fondamentale. Moi, j'ai appris à piloter un avion de tourisme, et mon instructeur me disait interdiction formelle d'utiliser un GPS dans l'avion. Tu apprends à piloter avec une carte en papier, un stylo et une montre. Pourquoi ? Parce qu'au moindre pépin, tu dois pouvoir reprendre la main avec ta carte, ton stylo et ta montre. Et ça, c'est aussi fondamental à l'heure de l'IA. Mais ça marche pour un certain temps, parce que quand on a inventé les moissonneuses-batteuses, on n'a pas dit il faut garder des gens qui savent faire la moisson, etc., au cas où les moissonneuses-batteuses arrêtent de marcher. Donc même si c'est évidemment plus complexe, hein, là, on est bien d'accord, les technologies qu'on a aujourd'hui, est-ce que dans 100 ans, on se dira encore on a besoin d'avoir un pilote dans l'avion, parce que peut-être que l'avion ne marcherait pas tout seul, je pense pas. Non, je suis absolument certain que dans 100 ans, il n'y a plus un pilote dans les avions. Peut-être pas pour l'avion, peut-être pas pour l'avion. Non, moi je me demandais, est-ce qu'il y a des métiers qui ne seront jamais touchés? Alors, moi je raisonne comme un économiste, c'est-à-dire avec par exemple, journaliste, mais du long terme. Par exemple, journaliste. En fait, quand on parle de remplacement... Là, ils ne pourront jamais deviner l'actualité, c'est l'avantage. Oui, il y a toujours plein de variables qui impactent. Et parfois, tu as des trucs qui doivent disparaître, mais qui ne disparaissent pas parce que, pour des raisons politiques, de lobby, de culture, de résistance. Et c'est très bien. Et tout ça va avoir de l'inertie. Par contre, tout ce que vous disiez juste avant, je pense que c'est vain parce qu'en fait, on va rentrer dans un monde tellement complexe que celles des IA pourront comprendre cette complexité et notre expertise ne suffira pas. C'est ça que je pense. Gilles, tu vas devoir partir. Je suis désolé parce que ta femme m'a envoyé un message, il faut que tu t'en ailles. Avant que tu t'en ailles, un mot sur la souveraineté. Tu vas louper le débat sur classicisme et romantisme. Génial. Qui est un débat Quel drame. Passionnant avec Raphaël où on n'est pas du tout d'accord. Tant pis pour toi. Tu vas aussi passer pour un con parce que tu pars au milieu de ce dîner. Non, mais les gens vont te je crois détester. que c'est déjà fait, mais ça, c'est ton personal branding. Tu fais ce que tu veux avec, en fait. Vas-y, un mot sur la souveraineté avant. Non, mais je l'ai dit en 2 mots. On a fait beaucoup de bêtises et on a été assez paresseux. Et donc, on a perdu cette souveraineté très largement. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir la retrouver en 5 ans. On peut la recouvrer, mais plutôt en 30 ans. Mais tu sais, à l'échelle de l'IA, 30 ans, ce que ça veut dire, c'est 300 ans. Hein.
Ouais, mais admettons, mais néanmoins, je pense que c'est plutôt... on sait plus faire du temps long et on peut encore en faire. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, à mon sens. On est néanmoins, effectivement, là où je pense qu'on se rejoint tous dans une rupture de paradigme. Et c'est intéressant parce que tu as des grands cycles dans l'informatique qui font apparaître à chaque fois des nouveaux acteurs. Et là, il y a un cycle qui est en train de commencer, qui nous permettrait de potentiellement rentrer dans le jeu. Et il y a un certain nombre de paramètres, comme le fait qu'on est bon en maths, ou le fait qu'on a du nucléaire et tout ça, qui sont assez favorables au fait qu'il y a un paradigme nouveau. Voilà. Vous savez que le monde entier se fout de votre gueule quand vous dites ça. Ouais, moi j'assume totalement. Parce qu'en de ma fait, gueule, je pense que quand j'ai été entrepreneur... Attends, non, laisse-moi finir. Quand on se fout de ma gueule, je sais que je suis sur une bonne voie. Quand j'ai été entrepreneur, à chaque fois que j'ai monté une boîte et que la boîte a marché, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc si tu veux, quand tu me dis ça, je me dis, putain, génial. Il valide quelque chose. Génial, il valide. Il faut y aller. Sauf Exactement. que Mark Zuckerberg met des chèques de 100 millions de dollars. Mais je Signing bonus. 100 millions de dollars, c'est plus que ce qu'a pris Ronaldo pour aller au Real Madrid. Mais moi, je peux te dire que alors, quand tu peux être très bon en maths, mais quand tu es très bon en maths, et que je te mets un chèque de 100 millions de dollars pour aller bosser chez Meta, moi, je veux les voir, les mecs de maths qui disent non, je vais rester là parce que la France, la souveraineté de la France. Sincèrement, je veux les voir, ces mecs. C'est un mec d'OpenAI qui a dit non. Quand j'étais dans les allées parce qu'il gagne plus de 100 millions déjà. Je suis tombé sur un de mes copains qui bossait chez OpenAI, qui gagnait probablement aux alentours de 7 ou 8 millions de dollars par an, et qui m'a dit « Je rentre en France parce que c'est plus sympa, et j'ai envie de monter une start-up ici. » Arrête, parce qu'il était avec, non, avec sa femme qui le faisait chier pour rentrer, et c'est que loin d'être plus 7 millions de dollars. C'est loin d'être le seul. Et cet écosystème de blitzscaling, c'est-à-dire où c'est plus les innovateurs, DeepSeek le montre bien, qui gagnent, mais ceux qui mettent le plus de pognon, à mon avis, il est arrivé... dire ça. DeepSeek, tu peux pas dire ça. On ne sait pas ce qui s'est passé sur Non, DeepSeek. mais ils ont mis 400 millions sur la table. Mais non, beaucoup plus que ça. Il y a probablement une infrastructure de 4 milliards derrière l'entraînement de DeepSeek. Ils ont déduit l'entraînement. Bien sûr. Vous ne croyez pas Oussama Hamar, mais vous croyez les Chinois. Moi, je trouve ça incroyable. En fait, vous ne croyez pourtant, pas le niveau de crédibilité est équivalent. Je ne crois pas les Chinois. Mais vous croyez les Le Chinois. chiffre qui est avancé dans les journaux, c'est 6 millions. Je viens de parler de 4 c'est juste l'entraînement. Voilà, du modèle. C'est pas l'infrastructure qui a été nécessaire. Il n'empêche qu'il y a une rupture technologique, et je dirais même scientifique, dans DeepSeek, qui est... Elle n'est pas nouvelle. Hein. Ce Mixture of Experts, tu demandes ça aux gars de Mistral, ils te disent on en fait. Ils ont trouvé une méthode smart pour déduire les paramètres. Exactement. Ils ont quand tâtonné. même reprogrammé tout CUDA, tous les tâches tâches bas de CUDA, pour pouvoir faire ça. Ils l'ont fait eux-mêmes. Et c'est absolument brillant. Ouais, tous les gens que je connais qui sont dans l'IA me disent ça. Quelqu'un utilise DeepSeek? Des boîtes, tu connais des boîtes autour de cette table, utilise DeepSeek? Charlie, elle pose la bonne question. Et qui, en entreprise, moi, j'ai jamais utilisé. Manus, c'est très bien et qui est basé. Manus. Ouais. Mais t'as utilisé DeepSeek? C'est bon, moi, j'ai déjà essayé pour faire comme ça, mais pas. C'est vachement bien. Et attendez, moi, sincèrement, et je sais pas, vous n'allez pas répondre honnêtement, je le sais. Mais qui utilise Mistral autour de cette table? Au quotidien? Oh, jamais. Quotidiennement. Jamais. Non, pas au quotidien. Moi, j'utilise souvent, mais pas au quotidien. C'est effectivement moins bon que... Moi, j'ai 6 Donc, ou 7 moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. C'est, je considère qu'on a totémisé Mistral. C'est devenu un totem de la Macronie. Il nous fallait un symbole de l'intelligence artificielle. On a décidé que ça serait Mistral et on l'a totémisé. Je pense que toi et moi, on était là avant la French Tech. On a vu ces erreurs-là. On les a vues déjà plusieurs fois. Je peux te citer Quant. Je peux te citer Sigfox dans l'IoT, OVH, etc., etc. Ah, ça, j'ai oublié ça. Comment est-ce que... Quel est ton point de vue là-dessus? Écoute, je l'ai dit encore ce matin. J'ai dû faire un tweet ou un post ou je ne sais quoi, mais moi, je suis contre les politiques industrielles. Ça foire systématiquement. En revanche, je suis pour créer des layers qui créent des opportunités de marché et je suis pour l'incitation. T'es aligné avec ça? L'État qui impose aux sociétés du CAC 40 d'utiliser Mistral? Non, ce qu'il a dit sur les incitations. Moi, en économie, tout est incitation. Tu fais de l'incitation, c'est-à-dire tu dis vous mettez votre data center en Europe, vous avez un abattement fiscal, vous utilisez des datas qui viennent des US, vous payez plus cher, ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Et ça, si tu veux, il y a beaucoup de littérature économique, moi je me passionne pour ces sujets-là, c'est ultra efficace. L'efficacité des politiques industrielles, c'est 0. C'est-à-dire tout le monde cite Airbus, c'est le seul truc qui a marché. Gilles, il doit partir. Salut Gilles. Merci d'être passé. C'était un plaisir. Merci d'être passé. Ciao. On arrive au dessert.
Et Raphaël, alors, vous le connaissez, Raphaël? Non, moi, Alors, je croyais qu'il était... On a échangé un peu avec Raphaël. Je suis Raphaël. Bon, alors, De réputation par Laurent. Cagne, Hippocagne, Normal Sup, bon, ça, c'est tout le côté négatif. Moi, j'ai cru qu'il était magicien au départ. Oui, ce que j'ai dit magistrat, et il y a eu un malentendu pendant pendant quelques secondes où c'était assez drôle. Par conséquent. Mais c'était beaucoup plus marrant la vie que j'avais dans la tête de Charlie. Tout d'un coup, tu avais du crédit dans la tête de Charlie. Et puis en fait, non, c'était extrêmement ennuyeux. C'était extrêmement nul. Et Raphaël, il a écrit un livre en avouant, à la limite, tu es un des seuls à avoir avoué très tôt utiliser l'intelligence artificielle pour écrire ton livre. Oui. Il y en a d'autres qui le font moins. Ouais, il y en a d'autres qui le font sans le dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi, tu l'as dit dès le départ, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. C'était presque une sorte de test, d'exercice, une expérience d'utiliser l'intelligence artificielle, de l'avouer pour écrire mon bouquin qui s'appelle Si Rome et Si Rome n'avait pas chuté, que j'ai lu et qui est formidablement intéressant. Et finalement, moi, j'ai très vite oublié le fait que tu l'avais écrit avec de l'intelligence artificielle parce que j'ai trouvé le sujet du bouquin beaucoup plus intéressant que le fait que tu l'aies écrit avec de l'intelligence artificielle. Je fais le pitch du livre et je te laisse continuer ensuite derrière. Mais ce que j'ai trouvé fascinant dans ce bouquin, qui n'est pas très gros d'ailleurs, tu t'es pas foulé, tu n'as pas demandé de ChatGPT. Je me foule jamais pour faire des livres. Ouais, mais tu avais ChatGPT, tu aurais pu lui demander de faire un peu plus, quoi. Mais les gros livres ne se livrent. Non, c'est un essai. J'ai fait encore plus court. Mon dernier livre est encore plus court et je me rends compte que, par exemple, les journalistes qui m'interviewent le lisent beaucoup plus que ceux qui sont très. Non, mais les journalistes ne sans lisent vouloir. et donc, son livre est parti sur une thèse très intéressante, c'est que finalement, entre la chute de Rome et l'avènement de l'ère industrielle, donc on pourrait prendre par exemple la machine à vapeur ou des choses comme ça, il y a finalement peu de choses qui auraient interdit à l'Empire romain d'aboutir finalement à cette découverte matériellement de la machine à vapeur. Il y a finalement peu sur le plan physique de choses qui séparent l'Empire romain de l'ère industrielle. Donc finalement, les Romains... D'ailleurs, il y a une machine, tu l'expliques, qui a été créée... Il y a vraiment une machine à vapeur qui a été inventée au 1er siècle. Simplement, c'était un gadget qui marchait pas assez bien pour faire du travail mécanique utile, mais ça marchait. C'était vraiment une machine à vapeur, c'était le même principe. Voilà. Et donc lui, il part du postulat et il dit, finalement, et si les Romains avaient découvert cette énergie et avaient créé... le train, tout un tas de choses comme ça, qu'est-ce qui serait advenu? Et c'est passionnant, parce qu'à le lire, tout d'un coup, c'est vachement intéressant. Finalement, le Rome n'aurait pas chuté, et tout un tas de trucs comme ça. Je te laisse. Alors, d'abord, à l'origine, je voulais faire un livre qui se serve d'IA, parce que je trouvais ça fou, mais en tant que... J'ai une formation littéraire, et là, j'avais l'impression que c'était une sorte de rupture anthropologique, un peu. Il y a eu l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, dans notre rapport à l'écrit. Et maintenant, on a les ordinateurs qui écrivent du texte eux-mêmes, quoi. Et c'est un peu les trois étapes, en un sens, de notre rapport à la connaissance, au texte, au langage. Et donc, je m'étais dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de faire un bouquin à partir de ça, mais un bouquin que j'aurais pas pu faire sans ça, sans l'IA, quoi. Et alors, c'était au début, c'était avant que ChatGPT ne sorte. Donc, j'utilisais c'est vraiment très vintage maintenant, mais le playground d'OpenAI pour utiliser GPT-3. Enfin, c'était un truc. Et je trouvais, j'étais toujours fasciné. Honnêtement, c'est presque un artifice, ça, parce que quand tu lis le bouquin et quand on te rencontre, on se dit que tu aurais très bien pu écrire ce bouquin-là sans l'artifice. Bah, si, parce que dans la manière d'envisager les idées, en fait, en gros, de faire générer des idées, hypothèses. Voilà, c'est ça, de projeter des hypothèses, d'aller dans telle ou telle direction. En fait, je choisis pas vraiment là dans quoi je vais aller, quoi. Spontanément, je n'aurais pas forcément fait le même livre, en fait. Et donc là, c'est comme si j'avais écrit avec une sorte de partenaire un peu extraterrestre qui m'amène ailleurs que ce que j'aurais suivi. On dit souvent que les IA, elles ont quand même des biais, elles ont des biais, ça. Mais en fait, on oublie à quel point les humains ont des biais aussi, et que justement, bosser avec quelque chose qui a d'autres biais, en fait, il y a des biais, en un sens. Donc, je m'en suis aussi servi comme ça. Et c'était assez marrant. Et j'en tire l'idée... Enfin, aussi, ça m'a donné tout de suite l'idée de comment on allait tous travailler avec des LLM à l'avenir, quoi. Et où maintenant, beaucoup de gens le font, effectivement. Travailler un peu comme une sorte de producteur de cinéma ou de réalisateur de cinéma qui a toute une équipe, tout un studio à son service et qui donne des ordres
qui reçoit des productions, qui arbitre, qui discrimine, qui choisit. Travail d'éditeur. Hein. Ouais, c'est ça, d'éditeur, de monteur quasiment. Ça fait par une IA aussi. Voilà. Alors à terme, oui, mais il y a un petit laps de temps où on fait ça, voilà. Et c'est le travail de mais Charlie. ce qui est marrant, c'est que tout le monde se dit... Elle a des esclaves qui produisent des articles pour elle, et elle décide de ce qu'on publie ou pas. Elle est déjà ça. Vous l'imaginez pas à la rédaction des Échos, habillée en cuir et en train de fouetter ses la libido remonte là, on le sent là, ça y est. Mais c'est bon, on parlait tout à l'heure d'un monde où on travaillerait plus. On n'aurait plus besoin de travailler parce que les machines font tout le travail. L'Empire romain du 1er et 2e siècle, c'est à peu près ça si on prend que les citoyens romains. Il y a des pauvres et des riches dedans, mais ils sont citoyens romains et il y a toute leur colonie, tout l'empire, toutes les provinces qui travaillent pour leur amener du blé, des produits, etc. Il y a des esclaves qui font le travail mécanique, le service, etc. Donc en fait, il y a eu une société, au moins une, où tout le peuple, au sens juridique, c'est-à-dire tous les citoyens, n'avaient pas besoin de travailler. Il y en avait qui travaillaient pour faire de la politique, pour se faire plaisir, etc. Mais il n'y avait pas un besoin de travailler. En fait, ça marche pas si mal. Ça a tenu quand même assez longtemps. Et les gens ne sombrent pas non plus dans... Alors, c'est le pain et les jeux, hein, clairement. C'est du divertissement. Les gens se trouvent des choses à faire. C'est pas une sorte de déchéance totale, immédiate, une société qui ne sait plus quoi faire. Et comme on ne peut plus esclavagiser les hommes, heureusement... Mais maintenant, les machines, c'est les Mais les robots sont les nouveaux esclaves. Ouais, bien sûr. Et le jour où on va avoir arrivé des humanoïdes, des robots humanoïdes qui font le service comme des domestiques, on va retrouver en fait des codes de vie sociale qui étaient auparavant accessibles que des aristocrates, comme Downton Abbey, quoi, enfin d'avoir des domestiques chez soi. Et ça a été le début de la chute de Rome. Bah, c'est ça, ouais. Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment même à la fin de la République déjà, et ça dure 4 siècles comme ça. Donc c'est pas ça qui crée quelque chose là. Ouais. Enfin, il semblait que c'était plus court que ça, mais. Okay. C'est à cause le moment où en gros les citoyens romains peuvent quasiment plus travailler. Et la chute de Rome, en fait, c'est vraiment pas lié, quoi. C'est pas ça qui cause la chute de Rome. Oui, et on revient sur le QI, hein, O3 136 de QI. Oulala. Non, mais c'est vrai. Tu parles du QI de la machine. O3 136 de QI. O3 Pro, on n'a pas encore les datas, pas à ma connaissance, on doit pas être loin de 140. Tu t'es fait clasher quand t'as parlé de ça, hein? Oui, je me suis fait clasher, mais en fait, ça s'est arrêté. Hein. Non, pas par tout le monde, par 2 ou 3 chercheurs. Par des intellos qui avaient un gros QI, quoi. Non, mais oui, alors, ça, c'est ta thèse. Hein. C'est que les intellos qui ont un gros QI sont flippés et donc ils clashent. Moi, je pense qu'en fait, ils ont raté le train. En fait, ce sont des académiques qui ont raté le train et qui n'ont pas supporté de rater le train et donc ils clashent, quoi. Mais ils ne servent plus à rien aujourd'hui. Puisque... c'est Luc Julia, hein, je suis désolé. C'est même... Moi, j'ai été en plateau face à Luc Julia qui continue à me dire que les voitures autonomes, ça n'existera jamais alors qu'il suffit d'aller à San Francisco, de prendre un robotaxi. Ça existe tous les jours. Et je ne comprends pas le monde dans lequel il vit, quoi. Il y a un monde de frustration. Je pense à un monde d'ego, c'est-à-dire que tu te mets à la place de Luc Julia, tu vois ce qu'il est en train de créer aujourd'hui, et tu te dis, moi, je fais un assistant pour Renault. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Enfin, moi, je sais pas quel est son rôle là-dedans. Et quand tu regardes l'assistant de la R5, tu te dis, putain, ça craint, quoi. Tu vois, alors que t'as Dario Amodei, t'as des gens comme ça, et je l'ai reçu en plateau et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une frustration personnelle? Dis-le, quoi. En fait, dire oui. C'est pas grave, quoi. Tu dis oui. T'écoutes la tonalité, c'est tout, quoi. Machin. Il dit non, pas du tout. Machin et un. Mais en fait, je pense que oui. Je pense que fondamentalement. Et d'ailleurs, il a dévié le débat. En fait, c'est un débat sémantique. Non, mais il sort un nouveau livre où il dit, après avoir dit les intelligences artificielles n'existent pas, ne sont plus créatives. les generative intelligence ne sont pas créatives. Donc en gros, tout se passe bien, il ne se passe rien, quoi, en fait. C'est ça, c'est purement sémantique de savoir si c'est créatif ou pas. En fait, ça dépend tellement de la on est sur la sémantique totale. Bon, voilà, alors parlons de sémantique justement. Et donc moi j'ai rencontré Raphaël, j'ai lu son bouquin, et puis on s'est parlé, on s'est appelé. Et là, on a eu un débat presque philosophique. Moi, je suis un littéraire et lui aussi. Et on est arrivé sur un sujet que j'ai trouvé, sur un plan littéraire super intéressant, qui est une sorte d'opposition entre le romanticisme et le classicisme. Et moi, notre conversation a continué sur WhatsApp, où je t'ai dit, tiens, il faut que je réfléchisse à ça. Et moi, je suis arrivé, et je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Et moi, je considère que le romanticisme, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui considèrent que le chaos, quelque part, nous permet de nous élever, de nous opposer aux choses, alors que le classicisme pense que c'est dans l'ordre, dans le respect des traditions, des choses comme ça, qu'il y a une certaine beauté, etc., etc. Et moi, je lui dis, mais finalement, la Silicon Valley, Elon Musk est un romantique. Il regarde l'éternité, il veut aller sur Mars, etc. On a face à nous un romantique absolu qui est face à la nature, à l'éternité, et les romantiques sont pas des gens cool.
Hein, t'as pas envie d'avoir un pote romantique. Hein. D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez pas envie. Les filles, elles rêvent d'un mec romantique, mais en fait, vous savez pas ce que c'est qu'un mec romantique. Hein. C'est une horreur. À vivre tous les jours, c'est une horreur de vivre avec un romantique. Je sais pas, tu vis avec un romantique? Non, moi, je vis avec personne. Ça ne fait pas d'enfant, moi, pas de... Non, je suis très bien toute seule. Ça règle la question. Tu vis avec une romantique? Ah oui, moi, ma copine est très romantique, oui. Et c'est une horreur. Elle voudrait que je le sois plus, mais ça marche pas. Mais voilà, donc non, je suis pas d'accord, ça sent pas le romantisme. Tu te trouves que c'est sympa? Ouais, moi j'ai un conjoint qui est très romantique. Et moi, j'ai une définition qui est pas la même du classicisme lui-même et du romantisme. Pour moi, le classicisme, c'est les gens qui sont contre la tradition. Alors je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais les classiques, c'est les gens qui, pensent qu'on peut tout penser par la raison et par, effectivement, ça t'as raison, l'ordre, la réglementation, la règle universelle, c'est l'Europe, générale, moi, abstraite, etc. C'est l'inflation de la réglementation. Et aussi par référence à une antiquité un peu fantasmée, parce qu'il y a aussi ça dans le classicisme. Exactement, c'était mieux mais qui avant. Est fantasmée oui, mais c'était mieux avant, mais c'était mieux un certain avant très particulier qui est l'Antiquité. C'est-à-dire il y a très 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 longtemps, tellement loin qu'en fait on peut en faire ce qu'on veut. Oui, mais la démocratie, comme Gilles nous a dit, je suis un démocrate, c'est plus du tout ce que c'est la démocratie. Par exemple, mais c'est un truc enfoui, mais c'était des gens, au 19e, enfin Hugo et tout, c'est des gens qui adorent les traditions, mais celles plus récentes. Celles qui sont pas antiques, qui sont médiévales, qui sont même on appelle les progressistes aujourd'hui. Oui, pour moi, voilà, on va y venir, mais les romantiques, c'est des gens qui en fait sont attachés à la perpétuation des choses, à la nature par exemple. Les romantiques, ils aiment la nature. Ils aiment aussi un peu la spiritualité. Ils sont méfiants envers la raison. Ils pensent que la raison, ça a ses dangers, qu'il faut s'intéresser aux passions des gens, qu'il faut s'intéresser aussi aux individualités, aux émotions singulières de chaque individu. Alors que le classique, Molière par exemple, il fait l'avare. L'avare, c'est l'avare quoi. C'est juste, c'est pas une personne en particulier. C'est tous les avares en même temps. C'est un classique. Voilà. La Fontaine, pareil. Alors que Hugo, il va vraiment montrer Lucrèce Borgia. On veut savoir qui c'est la personne. Enfin, on veut savoir qui est Lorena Chaux-Pontmusset. Oui, c'est ça. Dans le romanticisme, il y a l'individualité. Il y a l'individu, exactement. Il y a l'individu. Exactement. Alors que dans du classicisme, c'est la norme. C'est l'individu, la nature, la précaution d'un sens, la préservation de ce qui existait. Les romantiques, ils adorent le Moyen-Âge. Ils adorent les chevaliers. Ils aiment bien l'esthétique aussi. Et l'esthétique qui va avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que les héritiers des romantiques, c'est les écolos, en fait. Aujourd'hui, c'est les plus romantiques de tous les courants. Aujourd'hui, c'est les écolos. Alors, c'est quoi les arguments? Bah si, parce que les écolos, ils adorent la nature, évidemment. Ouais, ça, c'est facile. Ils sont méfiants envers la raison, justement. Ils n'aiment pas l'idée qu'on fasse des grandes règles abstraites. Par exemple, Descartes, qui est l'archétype de la pensée classique. On a parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Descartes pense que la science peut tout régler, qu'on peut être maître et possesseur de la nature. Descartes dit un jour, on va régler la vieillesse. On va nous empêcher de vieillir grâce à la science. Non, mais tu Donc c'est vraiment un classique, voilà, absolument. Donc c'est vraiment un classique absolu de ce point de vue-là. Les écolos sont très anti-descartésiens. Ils veulent mourir. Non, mais c'est la société de la décomposition. Et puis ils se disent qu'il faut et y compris eux-mêmes, ils se décomposent. Ils sont contre ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Ils veulent pas penser que la raison et la science peuvent tout régler, quoi. Inversement, je pense que les transhumanistes de la Silicon Valley sont des classiques au sens cartésien du terme, parce qu'ils pensent que il y a quelques règles universelles, des lois de la physique qui sont applicables à tout. On pourra tout régler par les mêmes systèmes. Il suffit d'avoir un seul algorithme partout dans le monde, ça marchera. Enfin, toutes ces solutions-là. C'est intéressant. Hein. C'est très classique et c'est très. Je sais pas. Non mais moi, en tant que littéraire, je trouve ça super intéressant. Mais ça se trouve, c'est hyper chiant, ce qu'on est en train de dire. Peut-être on est en train de se prendre. Non, mais c'est une sorte de masturbation. Mais vous avez le droit. Ce truc-là, mais je sais pas. C'est le fil rouge de la libido. Oui, c'est vrai que Zuckerberg, il adore l'Antiquité romaine. C'est vrai. Zuckerberg a quand même appelé tous ses enfants avec des noms d'empereurs romains. Je ne savais pas ça. Ils sont à fond. Ouais. En ce moment, dans la Silicon Valley, on est à fond complet, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez sur même l'Empire pas, romain. en fait. Sur l'Empire romain ou de manière générale. Il y a une forme de. Je ne sais pas si vous avez. Je reviens. J'en ai parlé au début de ce repas. C'est ce discours de Peter Thiel qui. La fin de cette interview est lunaire, où Peter Thiel nous explique que, en fait, on est face à Armageddon et on doit choisir entre l'Antéchrist et Armageddon. L'Antéchrist, pour lui, ce sont des gens qui ont décidé de tout contrôler, qui ont mis en place des normes et qui vont contrôler l'individu. Donc lui, il considère que justement toute cette culture qui s'impose aujourd'hui, qui demande à réglementer l'intelligence artificielle, n'est finalement qu'une culture qui est là pour nous contrôler individuellement et que ce qu'on a besoin, et que pour lui, c'est l'Antéchrist. Et qu'on ne peut pas échapper à Armageddon, qui est
cette remise à plat qui passera par une révolution, par effectivement un chaos mais tu sais que nécessaire. Pour moi, c'est pas le discours de Peter Thiel, c'est celui de Curtis Yarvin. En réalité, il le été reprend très largement inspiré de Yarvin. Et Yarvin, il a un côté chevalier, cyber, qui complètement finalement, allumé. effectivement, est très romantique. Alors, Yarvin, je suis d'accord qu'il est assez romantique pour le coup. Donc, pour terminer ce débat, je fais un tour de table, Charlie. Je vais plus voir les patrons de la tech de la même manière maintenant. Est-ce que toi, tu te considères... Non, mais justement, alors, entre romanticisme et classicisme, où est-ce que ton cœur balance? Non, je vais pas dire... Non, Armageddon ou l'Antéchrist? Ouais. C'est une vraie question. Je réfléchisse, ouais. Je peux pas dire vraiment. Mais moi, je choisis Armageddon. C'est drôle, parce que moi, en t'écoutant, au début de ta définition, je me trouvais très romantique. Ça. Oui, pareil, voilà. Et ensuite, je me suis retrouvé... T'as dit écolo et c'était plié, là. Ah, c'est le en même temps. Ça oui, parce que... non, en réalité, je suis plutôt Armageddon, Bien clairement. sûr, mais toi, tu l'es. Ouais, je suis plutôt Armageddon. Mais j'ai une touche de romantisme, je trouve. C'est-à-dire, il y a un côté... idéaliste. Ouais, idéaliste, je pense. Raphaël. Ah, moi, je suis classique, moi. Je suis totalement pro-classique. Mais après, je reconnais aussi que... Ça, c'est ton côté, parce que tu es un des derniers à avoir fait l'ENA. Peut-être, mais ça pourrait me rendre romantique, ça pourrait me rendre justement attaché aux choses qui viennent de disparaître. Mais non, en fait, l'ENA, j'ai aucune affection pour l'ENA. Non, moi je suis classique, mais cela dit, je pense qu'il faut évidemment, il faut un peu des deux quand même. C'est-à-dire que c'est une sorte de dialectique. Non, tu nous fais en même temps de Macron, là, ça marche plus. C'est plus à la mode. J'admets. Ok, je suis classique. Classique. Alors, classique ou romantique? Par rapport à la définition que vous avez mis en avant, moi je dirais plutôt classique, mais c'est intimement lié avec moi ma croyance de l'état de nature en philosophie. Ouais. Et moi je pars du principe que l'état de nature humaine est violente et chaotique et qu'on a besoin en fait de la confiscation du pouvoir et de la réglementation et de la mise en place d'un cadre. Le Léviathan. Tu es Hobbesienne. Voilà. Ah oui, d'accord. Confiscation du pouvoir et de la violence par une puissance, le Léviathan. Et donc du coup, à cet égard, je passe sur le classisme. Ah bah, moi, classique à mort. Moi, j'ai ma seule lecture du monde. Quoi mais moi, je pensais être le... Moi, ma seule lecture avoir du invité monde. une table de révolutionnaires. Mais parce que tu as une autre définition. Il n'a pas dit exactement. Selon ta définition, il est romantique. Selon ta définition, il est romantique. Moi, ma seule lecture du monde, c'est la biologie évolutionniste. C'est ma seule grille de lecture qui est dans la biologie évolutionniste, mais c'est que tous les systèmes vivants essaient de survivre et donc de se reproduire pour faire survivre l'espèce, et que tous nos comportements, nos attitudes, nos organes, tout ce qui émerge est une conséquence de cette recherche de survie. Et pour ça, il y a l'algorithme d'essai-erreur, dont le darwinisme, mais pas que, l'apprentissage, l'éducation, tout ce que tu veux, et que nous ne sommes que des algorithmes de survie. Et il y a un talk, ça me fait penser à un talk, tu étais, je crois, dans la salle, de Clément Vidal, à l'avant-dernier TEDx Paris. Clément est un prospectiviste du très très lointain futur. Donc il ne pense pas à 10 ans, 15 ans, il pense à des millions d'années devant nous. Ah oui. Et il dit, qu'est-ce qui pourrait nous sauver de la mort de l'univers? L'amour. Non mais toi, t'es un romantique. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver? L'univers, c'est ce qui contient tout. Et alors, il dit, en fait, la seule manière de nous sauver de la mort de l'univers, c'est que l'univers, biologie évolutionniste, recrée un univers lui-même. Autrement dit, que l'univers se reproduise. Et il développe toute une théorie. Non mais la biologie crée... On meurt, mais on se perpétue. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. De la même manière, pourquoi on ne pourrait pas imaginer... On est dans la merde. Ah, moi, j'ai pas dit ça, attention. Ah oui, si elle... Désinformation, déjà. Et en gros, sa thèse, Fake news. Sa thèse, c'est de dire le chaos qui est créé par l'entropie, tu sais, c'est le chaos qui est créé au fur et à mesure par l'entropie. Il y a une contre-force à l'entropie, c'est l'intelligence. Et c'est en l'occurrence toute forme d'intelligence. Alors aujourd'hui, c'est l'intelligence humaine, mais peut-être que demain, ce sera des formes d'intelligence encore plus évoluées, peut-être l'intelligence artificielle, et puis ensuite, on ne sait pas, des civilisations entières qui auront une autre intelligence et qui pourront contrecarrer l'entropie, de sorte à un jour, vision très perchée, recréer un nouvel univers pour éviter que celui-ci se détruise complètement. Écoutez, moi je vous écoute, on arrive à la fin de ce dîner, il faut qu'on s'en aille. On est quand même vachement dans la merde, on vous écoute en fait, parce que... Et pourquoi? Non, c'est que des bonnes nouvelles ce qui arrivent. Et c'est des challenges importants. Non, après, à l'échelle de l'univers tout entier, on est rien. Oui. Et alors, ça, c'est à l'échelle de l'espace. Mais à l'échelle du temps, on est rien aussi. Qui n'existe pas, d'ailleurs.
Bon, ça, c'est un autre débat. Mais à l'échelle du temps, on n'est pas grand-chose. Donc, on s'en fout, en fait. On s'en fout. On a passé un bon moment. Et surtout, on décide pas grand-chose. On a dîné, le repas était bon. Oui. Excellent. Magnifique. Et finalement, c'est suffisant. En tout cas, merci pour ton invitation. C'était super. C'était cool de vous avoir. Très agréable. Merci les amis. Merci à toi. Ça a été merveilleux. Alors j'ai trouvé que le dîner était particulièrement intéressant, on a pu parler notamment d'IA. Alors on n'était pas toujours d'accord, on a parlé de l'IA comme un formidable outil, on a parlé aussi des limites d'IA, moi j'ai ramené la partie cybersécurité. Toi t'expliquais justement que ça va potentiellement remplacer les salariés, c'est ça? Potentiellement. Carrément, voilà. On n'était pas d'accord. Si. Ça se passe comment? Tu me parles, on se parle? Non, je sais pas, c'est toi qui parles. Moi, normalement, je suis pas censé être là. Ah bon. Finalement, il y a eu beaucoup de débats sur la question de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale, de quand ça allait se produire, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y avait quand même aussi une sorte de consensus au moins sur le caractère révolutionnaire de tout ça, sur lequel on a moins insisté pendant le dîner, alors qu'en fait c'était un peu implicite, que c'était si important que ça, et que ça allait de toute façon changer nos vies. J'ai découvert Raphaël, et il est impressionnant. Je crois qu'il a 32 ans. 32 ans. Mais qu'est-ce que va devenir Raphaël à 50 ans, quoi? C'est vrai que j'aime bien ce genre de dîner puisqu'on peut aller très loin sans langue de bois et j'ai notamment pu développer la thèse qui je crois va être l'avenir, c'est-à-dire la fin du travail humain qui est une excellente nouvelle parce que tout ce qu'on fait au travail, c'est déployer nos algorithmes intellectuels et les algorithmes d'IA sont en train de challenger les nôtres. Tu ne le sais pas encore, mais tu es un robot Optimus. C'est pas faux. Ouais. Bah voilà, et aussi on a bien mangé. Et on a bien mangé, ce qui est quand même l'essentiel.